Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 71e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Il y a une fissure en chaque chose. C'est ainsi que la lumière peut entrer. Leonard Cohen. Voilà comment peut être envisagé de transformer ce qui nous semble fissure, ce qui nous semble obscur, en une formidable énergie pour laisser entrer la lumière. C'est un peu l'idée du conte que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis retournée à mes premières amours. Pour celles et ceux qui écoutent ce podcast depuis peu, sachez qu'il y a 70 histoires différentes. Certaines d'entre elles ont été empruntées à Georges Bucay, qui est un merveilleux conteur. Aujourd'hui, j'ai eu envie de sa douceur, de sa poésie, de la puissance de ces histoires qui nous conduisent ailleurs, qui nous conduisent dans une forme de réflexion différente, non culpabilisante, et toujours tournée vers comment faire mieux avec ce que nous sommes. Il s'agit là d'un conte avec un roi, avec une histoire qui démarre par un « il était une fois ». Alors, il était une fois, en un très lointain royaume, perdu au bout du monde, un roi qui aimait énormément se sentir puissant. Son désir de pouvoir ne se satisfaisait pas simplement d'en avoir, il lui fallait en outre que tous l'admirent pour sa puissance. De même qu'il ne suffisait pas à la belle-mère de Blanche-Neige de se trouver belle, lui aussi avait besoin de se regarder dans un miroir qui lui dise combien il était puissant. Il n'avait d'ailleurs pas de miroir magique, mais il était entouré d'un tas de courtisans, de serviteurs, à qui demander s'il était bien le plus puissant du royaume. Invariablement, tous lui répondaient la même chose. « Altesse, tu es très puissant, mais tu sais que le mage a un pouvoir que personne ne possède. Il connaît l'avenir. » À cette époque, alchimistes, philosophes, penseurs, religieux et mystiques étaient généralement qualifiés de mages. Le roi éprouvait une profonde jalousie à l'égard du mage du royaume, car non seulement celui-ci avait la réputation d'être un homme bon et généreux, mais en outre tous l'aimaient, l'admiraient et se réjouissaient qu'il existât et vécût parmi eux. Il ne disait pas la même chose à propos du roi, car son besoin de démontrer que c'était lui qui dirigeait n'était ni juste ni impartial, et encore moins bienveillant. Un jour, las d'entendre les gens lui raconter combien le mage était puissant et aimé, ou motivé par ce mélange de jalousie et de crainte que fait naître l'envie, le roi manigança un plan. Il organiserait une grande fête à laquelle il inviterait le mage. Après le dîner, il réclamerait l'attention de tous. Il appellerait le mage au centre du salon, et devant les courtisans, il lui demanderait s'il était vrai qu'il savait lire l'avenir. L'invité aurait donc deux possibilités. Répondre que non, et décevoir ainsi l'admiration de tous, ou répondre que oui, et confirmer ce qui lui valait sa réputation. Le roi avait la certitude qu'il choisirait la seconde possibilité. Alors il lui demanderait de dire à quelle date le mage du royaume allait mourir. Celui-ci donnerait une réponse un jour quelconque, peu importait. À cet instant, le roi avait l'intention de dégainer son épée et de le tuer. De la sorte, il ferait d'une pierre deux coups. D'abord, il se débarrasserait de son ennemi pour toujours. Ensuite, il démontrerait que le mage ne savait pas lire l'avenir, puisqu'il se serait trompé dans sa prédiction. En une seule nuit, disparaîtrait le mage et le mythe à propos de ses pouvoirs. Les préparatifs commencèrent aussitôt, et bientôt, le jour de fête arriva. Après le grand dîner, le roi fit venir le mage au centre et lui demanda « Est-il vrai que tu saches lire l'avenir ?»« Un peu, » dit le mage. « Et peux-tu lire ton propre avenir ?» demanda le roi. « Un peu, » dit le mage. « Dans ce cas, je veux que tu m'en donnes une preuve. Quel jour mourras-tu ? Quelle est la date de ta mort ?» Le mage sourit, le regarda dans les yeux et ne répondit pas. « Que se passe-t-il, mage ?» dit le roi en souriant. « Tu ne le sais pas ? N'est-il pas vrai que tu puisses lire l'avenir ?»« Ce n'est pas cela, dit le mage, mais ce que je sais,
Je n'ose pas te le dire. Comment tu n'oses pas? Je suis ton souverain, et je t'ordonne de me le dire. Tu as certainement conscience qu'il est très important pour le royaume de savoir quand il perdra ses personnages les plus éminents. Réponds-moi donc, quand mourra le mage du royaume? Après un lourd silence, celui-ci regarda le roi et dit « Je ne peux te préciser la date, mais je sais que le mage mourra exactement un jour avant le roi. » Pendant quelques instants, le temps s'arrêta. Un murmure parcourut l'assemblée des invités. Le roi avait toujours dit qu'il ne croyait ni aux mages, ni aux prédictions. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il ne prit pas le risque de tuer le mage. Lentement, le souverain baissa les bras et resta silencieux. Ses pensées se bousculaient dans sa tête, et il se rendit compte qu'il s'était trompé. Sa haine, oui, sa haine avait été une très mauvaise conseillère. « Altesse, tu es tout pâle, que t'arrive-t-il » demanda l'invité. « Je ne me sens pas bien » répondit le monarque. « Je vais me retirer dans ma chambre, je te remercie d'être venu. » Et dans un mouvement confus, en silence, il fit demi-tour et s'achemina songeur vers ses appartements. Le mage était rusé. Il avait donné les seules réponses qui pouvaient lui éviter la mort. Avait-il lu dans les pensées de son roi? La prédiction ne pouvait être sûre, mais si elle l'était, le souverain en était totalement déconcerté. Il lui vint à l'esprit qu'il serait tragique qu'il advînt quelque incident fâcheux au mage lorsque ce dernier rentrerait chez lui. Il revint sur ses pas et dit à voix haute « Mage, tu es célèbre dans le royaume en raison de ta sagesse. Je te prie de passer cette nuit au palais. Je voudrais te consulter demain sur quelques décisions royales. »« Majesté, ce sera un grand honneur, » dit l'invité en s'inclinant. Le roi ordonna à ses gardes personnels d'accompagner le mage jusqu'aux appartements des invités du palais et de garder sa porte pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Cette nuit-là, le souverain ne put trouver le sommeil. Il était très inquiet en pensant à ce qui se passerait si le mage digérait mal le dîner, ou s'il se faisait accidentellement mal pendant la nuit, ou si tout simplement son heure était venue. Très tôt le lendemain, le roi frappa à la porte des appartements de son invité. Jamais de sa vie il ne lui était venu à l'idée d'aller consulter quelqu'un avant de prendre ses décisions. Mais cette fois, lorsque le mage le reçut, il lui posa sa question. Il lui fallait un prétexte. Et le mage, qui était un sage, lui donna une réponse correcte, originale et juste. L'ayant à peine écouté, le roi loua son hôte pour son intelligence et lui demanda de rester un jour de plus, prétextant vouloir le consulter sur une autre affaire. Évidemment, le roi tenait seulement à s'assurer qu'il ne lui arriverait rien. Le mage, qui jouissait de la liberté que seul acquièrent les éveillés, accepta. Dès lors, chaque jour, le matin ou l'après-midi, le roi se rendait dans les appartements du mage pour le consulter, et il prenait rendez-vous pour une nouvelle consultation le lendemain. Il ne se passa pas longtemps avant que le roi prit conscience que les suggestions de son nouveau conseiller étaient toujours justes, et il finit presque sans s'en apercevoir par en tenir compte dans chacune de ses décisions. Les mois passèrent, puis des années, et comme toujours se vérifia l'adage « Être près de celui qui sait rend plus sage que celui qui ne sait pas ». Au fil des jours, le roi devint plus juste. Il n'était plus despotique ni autoritaire. Il cessa d'avoir besoin de se sentir puissant, et sans doute pour cette raison, de vouloir démontrer son pouvoir. Il s'aperçut que l'humilité aussi pouvait avoir ses avantages. Se mit à régner d'une manière plus sage et bienveillante. Et il advint que son peuple se mit à l'aimer comme jamais il ne l'avait aimé auparavant. Le roi n'allait plus voir le mage pour l'interroger sur sa santé, mais vraiment pour apprendre, pour partager une décision, ou simplement bavarder. Le roi et le sage finirent par devenir d'excellents amis, jusqu'à ce qu'un jour, plus de 4 ans après ce dîner, sans raison, le roi se souvint. Il se souvint que cet homme qu'il considérait à présent comme son meilleur ami avait été son ennemi le plus détesté. Il se souvint de ce plan qu'il avait conçu pour le tuer. Et il se rendit compte qu'il ne pouvait continuer à garder ce secret sans se sentir hypocrite. Le roi rassembla son courage et alla jusqu'aux appartements du mage. Il frappa à la porte et dès qu'il fut entré, lui dit « Mon frère, j'ai quelque chose à te dire qui me serre la poitrine. »« Dis-moi, répondit le mage, et soulage ton cœur. Le soir où je t'ai invité à dîner et je t'ai interrogé sur ta mort, en fait, je ne voulais rien savoir de ton avenir.
J'avais l'intention de te tuer, quelle que soit la réponse que tu me donnerais. Je voulais que ta mort inattendue démystifie ta réputation de devin. Je te haïssais parce que tout le monde t'aimait. J'ai tellement honte. Le roi poussa un profond soupir et poursuivit. Ce soir-là, je n'ai pas osé te tuer. Et maintenant que nous sommes amis, et plus qu'amis, frères, je suis terrifiée à la pensée de tout ce que j'aurais perdu si je l'avais fait. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que je ne pouvais continuer à te cacher mon infamie. Il me fallait te dire tout cela afin que tu me pardonnes ou me méprises, mais sans duplicité. Le mage le regarda et lui dit « Tu as tardé longtemps avant de pouvoir me le dire, mais quoi qu'il en soit, je suis heureux que tu l'aies fait, parce que c'est la seule chose qui pouvait me permettre de te dire que je le savais. Lorsque tu m'as posé les questions en caressant de ta main la poignée de ton épée, tes intentions étaient si claires qu'il n'était nul besoin d'être devin pour les deviner. » Le mage sourit, posa sa main sur l'épaule du roi. Comme juste réponse à ta sincérité, je dois te dire que moi aussi je t'ai menti. Je t'avoue que j'ai inventé cette histoire absurde de ma mort avant la tienne pour te donner une leçon que tu es aujourd'hui en mesure d'apprendre. Peut-être est-ce la chose la plus importante que je t'ai enseignée. L'auteur ajoute que nous allons de par le monde en haïssant, en rejetant des aspects d'autrui de nous-mêmes que nous croyons méprisables, menaçants ou inutiles. Mais si nous prenions le temps, nous finirions par nous rendre compte de tout ce qui nous en coûterait de vivre sans ces choses que nous avons rejetées à un moment donné. Ta mort, mon cher ami, adviendra exactement le jour de ta mort. Pas une minute plus tôt, il est important que tu saches que je suis vieux et que mon heure est certainement proche. Il n'y a aucune raison de penser que ton départ doive être lié au mien. Ce sont nos vies qui sont liées, pas nos morts. Le roi et le mage s'étreignèrent et trinquèrent à la confiance que chacun ressentait dans cette relation qu'ils avaient su construire ensemble. La légende raconte que, mystérieusement, cette nuit même, le mage mourut dans son sommeil. Le roi apprit la mauvaise nouvelle le lendemain matin, se sentit désolé. Il n'était pas angoissé à l'idée de sa propre mort. Le mage lui avait enseigné à se détacher de tout, y compris de sa permanence en ce monde. Il était triste de la mort de son ami. Quelle étrange coïncidence avait fait que le roi pût raconter cela au mage juste la veille de sa mort. Peut-être, de façon mystérieuse, le mage avait-il fait en sorte qu'il pût lui dire cela pour pouvoir le libérer de sa peur de mourir un jour plus tard. Un ultime acte d'amour pour le libérer de ses craintes d'un autre temps. On raconte que le roi se leva et que de ses propres mains il creusa dans le jardin, sous sa fenêtre, une tombe pour son ami le mage. Il y enterra son corps et le reste de la journée demeura à côté du monticule de terre, pleurant comme on ne pleure que lorsqu'on est confronté à la perte des êtres les plus chers. Et à la nuit tombée, le roi rentra dans ses appartements. La légende raconte que cette nuit-là, 24 heures après la mort du mage, le roi mourut dans son sommeil, peut-être par hasard, peut-être de douleur, peut-être pour attester le dernier enseignement de son maître. En accompagnement, en coaching, en thérapie peut-être, il est souvent question de lutter contre ses peurs, lutter contre sa tristesse. Et là, parmi tout ce que je retiens moi de ce conte, il y a que fais-je de ce que j'exècre, de ce qui me dérange chez l'autre, pour le transformer en quelque chose qui me nourrit à moi, qui me fait grandir, qui me fait développer des qualités insoupçonnées. Et puis j'aime aussi dans cette histoire la rencontre nourrie par la confiance, l'attachement, le développement du lien. Ce lien qui permet de se sentir moins seul, qui permet de se sentir aimé, qui permet de se sentir important. Alors voilà, vous fais-je une invitation, sans doute pas nécessaire. Je vous remercie d'avoir écouté ce dernier épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Pour me contacter, tout est dans le descriptif. Abonnez-vous, likez, faites des commentaires sur les plateformes, ça aide ce podcast à émerger. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Merci.